Il existe des moments où le pouvoir cesse de parler, non pas parce qu'il hésite, non pas parce qu'il recule, mais parce qu'il a déjà décidé. Dans ces moments-là, le silence n'est pas un vide. Il devient un langage, un signal, une méthode. Depuis plusieurs mois, quelque chose a changé dans la manière dont l'État algérien gère ses tensions internes et externes. Rien n'a été annoncé officiellement. Aucun discours solennel, aucun affrontement verbal spectaculaire, et pourtant, les effets sont là, diffus, progressifs, profonds. Pour comprendre ce qui se joue, il faut abandonner la lecture immédiate des événements. Il faut ralentir, observer ce qui ne se dit pas, regarder ce qui disparaît plutôt que ce qui fait du bruit. Car dans les systèmes politiques structurés, le pouvoir réel ne s'exerce pas dans l'agitation permanente. Il s'exerce dans la capacité à contrôler le tempo, à laisser parler, à laisser s'exposer, à laisser les contradictions internes se révéler d'elles-mêmes. Puis, seulement ensuite, à agir. Pendant longtemps, l'espace médiatique a été saturé. Des voix très actives, souvent installées à l'étranger, ont occupé le terrain numérique. Livres quotidiens, vidéos longues, accusations répétées, narrations alternatives construites autour de l'idée d'un État affaibli, acculé, constamment sur la défensive. Cette lecture a trouvé une audience. Elle a produit du bruit. Elle a parfois donné l'illusion d'un rapport de force inversé. Mais elle reposait sur une confusion fondamentale. Confondre visibilité et pouvoir. La parole, surtout à l'ère numérique, donne une impression de contrôle. Celui qui parle beaucoup semble agir. Celui qui crie paraît dominer le débat. Mais cette domination est fragile. Elle dépend d'un écosystème, d'algorithmes, de relais, d'alliances informelles. L'État, lui, n'évolue pas sur ce terrain, ou du moins pas uniquement. Sous la présidence d'Abdelmadjid Tebboune, une ligne s'est progressivement dessinée. Une ligne discrète, souvent mal comprise, parfois interprétée comme de l'inaction. En réalité, il s'agit d'une approche classique du pouvoir institutionnel. Ne pas répondre à chaque provocation, ne pas se laisser enfermer dans l'urgence médiatique, ne pas personnaliser les conflits. Cette méthode repose sur un principe simple. Celui qui impose le rythme impose le cadre. En laissant certaines voix s'exprimer sans réponse directe, l'État observe. Il analyse les dynamiques internes. Il identifie les fractures. Il distingue les oppositions structurées des contestations désorganisées. Il laisse les alliances se former, puis se déformer. Car toute construction politique fondée principalement sur le récit finit, tôt ou tard, par se heurter à ses propres limites. Les divergences apparaissent. Les stratégies s'opposent. Les ambitions personnelles prennent le dessus. C'est précisément dans ces moments-là que le silence devient stratégique. Plutôt que de s'engager dans une bataille de discours, le pouvoir se déplace ailleurs, dans des espaces moins visibles, mais plus décisifs. Les procédures, le droit, l'administration, les relations diplomatiques. Ce déplacement est souvent invisible pour le grand public. Il ne produit pas de clips viraux. Il ne génère pas de polémiques immédiates, mais il est durable. Car là où la parole s'épuise, les décisions s'inscrivent. Le basculement que nous observons aujourd'hui ne s'est pas produit en un jour. Il est le résultat d'une accumulation de signaux faibles, des noms qui circulent moins, des figures autrefois centrales qui perdent en audience, des discours qui se répètent sans produire d'effets nouveaux. Ce type d'usure est révélateur. Il indique que le récit ne parvient plus à se renouveler, qu'il tourne en boucle, qu'il s'adresse de plus en plus à un public déjà convaincu et de moins en moins à une société dans sa complexité réelle. Dans ce contexte, l'État n'a pas besoin de frapper fort pour affirmer son autorité. Il lui suffit de laisser le décalage apparaître entre la réalité vécue à l'intérieur du pays et la narration produite depuis l'extérieur, entre le bruit numérique et le fonctionnement concret des institutions. C'est ici que la méthode Tebboune prend tout son sens. Plutôt que d'incarner le pouvoir dans une figure omniprésente, la présidence s'inscrit dans une continuité institutionnelle. Les décisions ne sont pas personnalisées, elles sont administratives, juridiques, procédurales. Cette approche est volontairement froide. Elle évite l'émotion, elle évite la confrontation directe, elle privilégie la solidité à la visibilité. Et c'est précisément ce qui la rend difficile à combattre.
Car comment s'opposer efficacement à une décision qui ne se présente pas comme une attaque, mais comme une application de règles existantes? Comment mobiliser une audience contre un acte qui n'est pas spectaculaire mais légalement fondé? C'est dans ce décalage que beaucoup d'acteurs politiques, notamment ceux installés à l'étranger, se retrouvent désarmés. Habitués à un affrontement discursif, ils se retrouvent face à une logique institutionnelle. Une logique qui ne répond pas mais qui agit. Le silence, dans ce cadre, n'est pas une esquive. C'est une sélection. Une manière de dire, ce débat n'aura pas lieu sur ce terrain. Ce choix n'est pas sans risque. Il peut être perçu comme un déficit de communication, il peut nourrir des incompréhensions. Mais il répond à une priorité claire, préserver la continuité de l'État, même au prix d'une impopularité momentanée dans certains cercles médiatiques. Car pour le pouvoir, le véritable enjeu n'est pas de convaincre ceux qui crient le plus fort. Il est de maintenir un équilibre interne, de sécuriser les institutions et de maîtriser les rapports de force à long terme. C'est ce cadre qu'il faut garder en tête pour comprendre ce qui va suivre. Car le silence n'est jamais une fin, il est une phase. Et lorsqu'il prend fin, ce n'est jamais par hasard. L'exil politique n'est jamais neutre. Il ne se résume pas à un simple déplacement géographique. Il transforme la perception, la parole et souvent la nature même des combats menés. Lorsqu'un acteur politique quitte son pays volontairement ou sous contrainte, il emporte avec lui une mémoire figée. Le pays réel, celui qui évolue au quotidien, continue d'avancer sans lui. Les rapports sociaux se transforment, les priorités changent, les équilibres internes se déplacent. Mais depuis l'extérieur, cette évolution devient difficile à saisir. Peu à peu, le territoire cesse d'être une réalité vécue. Il devient une idée, un symbole, parfois même un mythe. Dans cet espace, la parole se libère. Elle n'est plus soumise aux mêmes contraintes. Elle peut être plus radicale, plus directe, plus tranchée. Ce phénomène est bien connu dans l'histoire politique contemporaine. La distance favorise la simplification. Les nuances disparaissent. Les contradictions internes s'effacent. Le réel devient binaire. On ne parle plus d'un pays complexe, traversé de tensions multiples, mais d'un bloc homogène, présenté comme figé, immobile, incapable de se transformer de l'intérieur. C'est dans ce cadre que certaines figures de l'activisme algérien à l'étranger ont construit leur discours. Leur légitimité reposait sur une promesse implicite, dire ce que d'autres ne peuvent pas dire, montrer ce que l'État cacherait, révéler une vérité inaccessible depuis l'intérieur. Ce positionnement a trouvé un écho, il a nourri des communautés, il a créé des audiences fidèles, il a donné naissance à des plateformes médiatiques alternatives, parfois très structurées, capable de rivaliser en visibilité avec les médias traditionnels. Mais ce modèle contient une fragilité profonde, car plus la parole s'éloigne du terrain réel, plus elle dépend d'un récit figé, et plus ce récit se répète, plus il devient vulnérable à l'usure. Avec le temps, les mêmes accusations reviennent, les mêmes analyses sont recyclées, les mêmes scénarios sont annoncés sans jamais se concrétiser. Ce qui, au départ, apparaissait comme une dénonciation courageuse commence à ressembler à une incantation. C'est à ce moment précis que les premières fissures apparaissent. Car derrière l'unité affichée, les stratégies divergent. Certains veulent durcir le discours, d'autres souhaitent l'élargir. Certains privilégient l'affrontement frontal, d'autres cherchent à négocier des espaces de reconnaissance. Ces divergences ne sont pas idéologiques, elles sont stratégiques. Et lorsqu'elles ne sont pas résolues, elles finissent toujours par éclater au grand jour. Les réseaux sociaux, qui avaient servi de levier de visibilité, deviennent alors un champ de bataille interne. Les désaccords se règlent publiquement. Les accusations remplacent les débats. Les intentions sont mises en cause. On ne critique plus des idées, on soupçonne des loyautés. Qui est encore fidèle à la cause? Qui a compromis? Qui parle pour lui-même plutôt que pour le collectif? Dans cet environnement, la confiance se délite rapidement. Les alliances se fragilisent. Les camps se recomposent. Et ce qui se présentait comme un front commun se transforme en une constellation de positions concurrentes. Cette dynamique est classique. Elle ne concerne pas uniquement le cas algérien. On la retrouve dans de nombreux mouvements politiques en exil partout dans le monde. Tant que l'adversaire semble unique et puissant, l'unité tient. Mais dès que la pression change de nature, les fractures internes apparaissent. Dans le cas présent,
Ces fractures ont été accentuées par un élément déterminant, la stratégie du silence adoptée par l'État. En ne répondant pas directement aux attaques, en refusant la confrontation verbale, le pouvoir a déplacé le centre de gravité du conflit. Il a cessé d'être un interlocuteur direct. Il est devenu un arrière-plan, un cadre. Ce déplacement a eu un effet inattendu sur les figures médiatiques de l'opposition extérieure. Privées de réactions officielles à dénoncer, elles ont dû produire leur propre tension. Et cette tension s'est retournée vers l'intérieur. Les conflits, jusque-là contenus, ont éclaté. Les divergences ont été exposées. Les accusations ont circulé. Et très vite, l'image d'un mouvement structuré a été remplacée par celle d'un espace fragmenté, traversé par des luttes de position. Cette fragmentation a un coût politique majeur, car la crédibilité d'un discours ne repose pas uniquement sur sa radicalité. Elle repose aussi sur sa cohérence. Lorsqu'un public assiste à des règlements de compte internes, à des contradictions répétées, à des changements de ligne inexpliqués, la confiance s'érode. Ce phénomène est lent, mais profond. Il ne provoque pas de rupture brutale. Il agit par désengagement progressif. Les audiences stagnent. Les mobilisations s'essoufflent. Les relais médiatiques se raréfient. C'est ainsi que certaines figures, autrefois omniprésentes, commencent à disparaître du paysage. Non pas parce qu'elles ont été officiellement réduites au silence, mais parce que leur parole ne produit plus d'effets structurants. L'État, dans ce contexte, n'a rien eu à faire. Il n'a pas eu besoin d'intervenir directement. Il a laissé les dynamiques internes suivre leur cours. Il a observé, il a attendu, car lorsqu'un adversaire se fragmente de lui-même, toute intervention extérieure devient superflue. Pire encore, elle peut lui redonner une cohésion artificielle. En se retirant du jeu médiatique, le pouvoir a laissé les contradictions internes se révéler pleinement. Il a laissé les discours s'user. Il a laissé les alliances se déliter. Cette approche est risquée. Elle exige du temps. Elle suppose une confiance forte dans la solidité des institutions. Mais lorsqu'elle fonctionne, elle est redoutablement efficace, car elle transforme l'agitation en bruit de fond. Et le bruit, lorsqu'il n'est plus structuré, finit toujours par s'éteindre. C'est dans ce paysage fragmenté, marqué par l'usure des récits et l'effondrement des alliances, que s'ouvre la séquence suivante. Une séquence où le conflit cesse d'être symbolique pour devenir procédural, où la parole perd son pouvoir et où le droit commence à parler. Lorsque les récits se fissurent, le conflit change de nature, il ne se joue plus sur le terrain des slogans ni des grandes déclarations. Il se déplace vers un espace plus froid, plus technique, mais infiniment plus décisif, celui des règles. À ce stade, l'affrontement n'oppose plus un État à des figures médiatiques. Il oppose deux logiques irréconciliables, la logique du récit et la logique de l'institution. La première cherche l'adhésion émotionnelle, la seconde impose un cadre. Dans la séquence que nous observons, la guerre des récits a atteint son point de saturation. Les accusations ont été répétées, les scénarios catastrophes ont été annoncés, les révélations ont été promises. Mais rien n'est venu confirmer l'imminence d'un basculement tel qu'il était décrit. Ce décalage entre le discours et la réalité a produit un effet corrosif. Lentement, mais sûrement. Car dans l'opinion publique, même critique, une attente s'installe toujours, celle de résultats tangibles. Lorsque ces résultats ne viennent pas, la crédibilité s'érode. Et lorsque la crédibilité s'érode, le récit perd sa capacité à structurer l'action. C'est précisément à ce moment que le pouvoir institutionnel reprend l'avantage. Non pas en répondant, mais en changeant de registre. Face à des récits fragmentés, l'État n'a pas besoin d'en produire un autre. Il lui suffit de réaffirmer un cadre juridique, administratif, normatif. Cette stratégie est ancienne. Elle est souvent mal comprise. On la confond avec de la rigidité ou de l'inaction. En réalité, elle repose sur un principe simple. Là où les mots sont instables, la règle est fixe. Le droit devient alors un instrument de puissance, pas dans son acception autoritaire, mais dans sa fonction structurante. Il ne cherche pas à convaincre, il ne cherche pas à séduire. Il s'applique. Dans ce type de configuration, chaque décision est pensée pour être difficilement contestable. Elle s'inscrit dans un cadre légal existant, elle respecte les procédures. Elle laisse peu de prise à la dramatisation. Ce caractère apparemment technique est précisément ce qui la rend redoutable.
Car comment mobiliser une opinion contre une mesure administrative lorsqu'elle est juridiquement fondée? Comment créer un récit de persécution lorsqu'il n'y a ni discours hostile, ni mise en scène répressive, mais simplement l'application d'un texte? C'est ici que beaucoup d'acteurs médiatiques se retrouvent désarmés. Habitués à un affrontement symbolique, ils se heurtent à une logique procédurale. Une logique qui ne répond pas aux provocations. Une logique qui ne s'inscrit pas dans le temps court des réseaux sociaux. Cette asymétrie crée une frustration profonde. Le bruit continue, mais il n'a plus de prise sur le réel. Dans le même temps, à l'intérieur du pays, la perception évolue. Le contraste devient visible entre l'agitation extérieure et le fonctionnement quotidien des institutions, entre les annonces spectaculaires et la continuité administrative, entre le discours d'effondrement et la réalité d'un État qui, malgré ses failles, continue d'opérer. Ce contraste joue un rôle central. Il ne produit pas d'adhésion enthousiaste, il produit autre chose, une lassitude face au bruit. Et la lassitude est l'ennemie la plus dangereuse des récits radicaux. Car lorsqu'une population cesse d'écouter, non pas par répression, mais par fatigue, le rapport de force est déjà perdu. Dans cette phase, les figures médiatiques qui avaient bâti leur influence sur la tension permanente se retrouvent piégées. Pour exister, elles doivent maintenir un niveau élevé d'alerte. Mais plus elles forcent le ton, plus elles accentuent le décalage avec une réalité qui ne suit pas. Ce cercle vicieux accélère l'effondrement. Les accusations deviennent plus personnelles. Les règlements de compte se multiplient. Les lignes idéologiques se brouillent. Ce qui était présenté comme une lutte structurée apparaît désormais comme une série de conflits internes, parfois violents sur le plan verbal, mais politiquement stériles. Dans ce contexte, le droit continue son travail silencieux. Les procédures avancent, les décisions s'appliquent, les options se referment. Il n'y a pas d'annonce spectaculaire, pas de victoire proclamée, mais une série de gestes précis qui réduisent progressivement les marges de manœuvre de ceux qui restent enfermés dans le registre du récit. C'est cette différence de temporalité qui fait la force de l'institution. Elle accepte d'être critiquée aujourd'hui pour verrouiller demain. Elle accepte l'incompréhension immédiate pour garantir la stabilité à moyen terme. Cette logique est souvent invisible pour le grand public. Elle ne produit pas d'images fortes, elle ne nourrit pas les cycles médiatiques, mais elle s'inscrit dans la durée. Et dans les conflits politiques modernes, la durée est un avantage décisif. À ce stade, le conflit n'est plus frontal. Il est structurel. Les récits continuent de circuler, mais ils flottent. Ils ne rencontrent plus de points d'appui concrets. Ils tournent en boucle dans un espace de plus en plus restreint. Pendant ce temps, l'État avance. Lentement, méthodiquement, ce basculement marque la fin d'une phase, celle où la parole semblait pouvoir tout emporter, celle où la visibilité numérique était confondue avec le pouvoir réel. La séquence qui s'ouvre est différente. Elle est plus froide, plus diplomatique, plus stratégique. Car lorsque le cadre interne est stabilisé, le regard se tourne vers l'extérieur. Et c'est précisément là que la pression change d'échelle. Dans la suite, nous analyserons comment cette recomposition interne se projette sur la scène internationale, pourquoi Paris se retrouve sous pression, et comment le silence devient un message diplomatique à part entière. Lorsque le cadre interne se stabilise, le regard se tourne inévitablement vers l'extérieur, non par réflexe idéologique, mais par nécessité stratégique. Dans le cas algérien, cette projection externe n'est jamais neutre. Elle s'inscrit dans une histoire longue, faite de mémoires, de dépendances anciennes, de tentatives de redéfinition et de malentendus persistants. Aucun autre partenaire n'incarne autant cette complexité que la France. Parler de Paris dans le contexte algérien, ce n'est pas seulement évoquer une capitale étrangère, c'est convoquer un espace symbolique où se croisent diplomatie, exil politique, relais médiatique et enjeux mémoriels. Un espace où les lignes ne sont jamais totalement claires, mais toujours chargées de sens. Depuis des décennies, la relation algéro-française fonctionne sur un équilibre fragile. Un mélange de coopération pragmatique, de tensions latentes et de non-dits institutionnalisés. Cet équilibre repose sur une série de tolérances implicites, souvent acceptées par habitude plus que par conviction. Mais ces tolérances ne sont pas éternelles. Lorsque les dynamiques internes évoluent, lorsque l'État algérien redéfinit ses priorités, ses arrangements tacites sont réévalués. Non pas publiquement, non pas brutalement,
mais progressivement. C'est dans ce contexte que Paris se retrouve sous pression, pas sous la forme d'un ultimatum, pas à travers une crise diplomatique ouverte, mais par une série de signaux discrets, techniques, presque administratifs. Dans la diplomatie contemporaine, ce sont souvent ces signaux-là qui comptent le plus. Des décisions qui paraissent isolées, des ajustements procéduraux, des changements de posture à peine commentés. Pris séparément, ils semblent anodins. Ensemble, ils dessinent une inflexion. L'État algérien ne cherche pas l'affrontement symbolique. Il ne cherche pas à réactiver les réflexes mémoriels à des fins de mobilisation interne. Il adopte une autre approche, celle de la clarification silencieuse. Ce message est simple mais ferme. Certaines ambiguïtés ne sont plus acceptables. Certaines zones grises doivent être éclaircies. Certaines pratiques, tolérées par le passé, sont désormais perçues comme des facteurs de déséquilibre. Cette évolution place la France dans une position inconfortable, car Paris se retrouve face à un dilemme classique: continuer à gérer la relation selon les codes anciens ou accepter une redéfinition du cadre. Ce dilemme est d'autant plus complexe que la France n'est pas un acteur monolithique. Les institutions ne parlent pas toujours d'une seule voix. Les intérêts sécuritaires, économiques, mémoriels et politiques internes s'entrecroisent. Et dans cet enchevêtrement, la tentation est grande de temporiser. Mais la temporisation a ses limites. Dans ce type de configuration, le silence devient un langage diplomatique à part entière. L'absence de déclaration n'est pas un vide. Elle est un message. Elle indique que le temps du débat public est suspendu et que les échanges se déplacent vers d'autres canaux. Ce déplacement est révélateur, il signifie que la relation n'est pas rompue, mais qu'elle est en cours de réécriture. Pour Paris, la pression ne vient pas d'une confrontation directe, mais d'un changement de rythme. L'Algérie n'accélère pas, elle ralentit, elle impose son tempo, elle oblige son interlocuteur à s'ajuster. Dans les relations internationales, celui qui impose le tempo détient souvent l'avantage. Cette stratégie s'inscrit dans une logique plus large. Elle ne concerne pas uniquement la France. Elle s'adresse à l'ensemble des partenaires extérieurs. L'Algérie n'entend plus être un simple objet de discours, un terrain d'expression pour des récits extérieurs ou un sujet de projection idéologique. Elle cherche à redevenir un acteur qui fixe ses propres lignes rouges. Ce repositionnement ne se fait pas sans coût. Il peut générer des incompréhensions, il peut provoquer des crispations, il peut alimenter des critiques tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, mais il répond à une priorité claire: réduire la dépendance au regard extérieur et renforcer la cohérence interne. C'est là que les différentes séquences que nous avons analysées convergent. Le silence stratégique à l'intérieur, l'effondrement progressif des récits alternatifs, le recours au droit comme instrument de stabilisation. Et enfin, la projection diplomatique de cette recomposition. Tout cela fait partie d'un même mouvement. Un mouvement qui ne cherche pas l'adhésion immédiate, mais la durabilité. Il serait toutefois erroné de présenter cette phase comme un point final. Au contraire, elle ouvre une nouvelle période, plus complexe, plus subtile, mais aussi plus exigeante. Car une fois les récits affaiblis et les cadres redéfinis, une question demeure: comment gérer la suite ? Le silence ne peut pas être permanent, la fermeture n'est jamais totale, et la stabilité institutionnelle, aussi nécessaire soit-elle, ne suffit pas à elle seule à répondre aux aspirations d'une société en mutation. C'est là que se joue le prochain chapitre. Un chapitre où la question ne sera plus seulement celle du contrôle, mais celle de la projection. Non plus seulement celle de la souveraineté défensive, mais celle de la souveraineté proactive. Comment l'État algérien utilisera-t-il ce temps gagné? Comment transformera-t-il le silence en orientation politique claire? Comment articulera-t-il autorité institutionnelle et évolution sociale? Ces questions restent ouvertes. Elles ne trouveront pas de réponse dans un communiqué, ni dans une déclaration spectaculaire. Elles se construiront, comme toujours, dans la durée. C'est pourquoi ce récit ne s'achève pas ici. Ce que nous venons d'analyser est une séquence. Un moment charnière, un rééquilibrage. La suite dépendra de la manière dont ce nouveau cadre sera investi par les institutions, par la société, par les partenaires extérieurs. Dans un monde saturé de paroles, l'Algérie a fait un choix risqué mais assumé. Parler moins, agir autrement. Reste à savoir ce que produira ce choix lorsque le silence cessera d'être une méthode pour devenir une orientation. C'est ce que nous analyserons dans la suite de cette série.